L'annonce concerne certaines armes et munitions, notamment des intercepteurs de missiles Patriot, des missiles Stinger et des missiles RR-AIM. Mais d'abord, je voudrais diffuser la réaction de la porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, à cette annonce du département de la Défense. Allons-y. Je comprends que la décision concernant les armes à fournir à l'Ukraine relève du Pentagone, mais d'un point de vue diplomatique, est-ce que suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine rend plus difficile d'amener la Russie à la table des négociations pour un accord de paix ou un cessez-le-feu, parce que cela allège d'une certaine manière la pression potentielle sur elle? C'est une très bonne question, mais il est rassurant de savoir que cela ne sera pas un facteur, car nous n'avons pas interrompu l'envoi d'armes à l'Ukraine. Il s'agit d'un aspect, d'une situation, d'un événement qui a été modifié. Comme vous l'avez entendu du ministère de la Défense, il existe de nombreuses autres options solides et fortes concernant la situation ukrainienne en matière d'armement. Encore une fois, je ne parle pas au nom du ministère de la Défense. Alors, si on commençait avec vous, Larry, que se passe-t-il ici? Que pensez-vous de cette situation concernant cette annonce qui a stupéfié à la fois l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN? Oui, elle essaie de maquiller la réalité. Écoutez, la vérité, c'est que nous avons révélé la guerre en Ukraine, notre attaque contre les Houthis, notre soutien à Israël dans sa guerre contre l'Iran et notre rôle là-dedans. Cela a montré que les États-Unis n'ont pas des entrepôts entièrement approvisionnés, ni des stocks illimités de missiles Patriot, de missiles Ta'ad, d'Arrow 2, d'Arrow 3, de Javelin, et ainsi de suite, d'obus d'artillerie de 155 mm. Nous n'avons plus la capacité industrielle de produire tout cela en quantité significative, surtout pour remplacer ce qui est utilisé au combat. Je pense que c'est un aspect du problème. Mais il y en a un autre, on en a eu un aperçu quand Macron a appelé Vladimir Poutine, et vous savez, ils ont parlé de l'Iran et d'Israël. Et puis il parle, vous savez, de la question de mettre fin à cette guerre. Et Poutine lui fait remarquer un point très important. Il dit que l'Occident doit comprendre qu'il doit arrêter de fournir l'Ukraine. Maintenant, est-ce une simple coïncidence que dans les 6 heures qui ont suivi cette conversation entre Macron et Poutine, le département de la Défense ait annoncé la suspension des livraisons de ces armes? Oui, je ne crois pas beaucoup aux coïncidences. Je pense qu'il y avait un lien d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez, les États-Unis, nous sommes encore un peu dans le déni. Nous ne reconnaissons pas, malgré l'affirmation de Trump selon laquelle nous avons la plus grande, la meilleure, la plus puissante armée du monde, que ce n'est pas le cas. Très bien. Et vous, Scott, quelle est votre réaction à cela, votre évaluation? Vous savez, il y a eu des messages très contradictoires ici. Tammy Bruce dit, eh bien, il y a d'autres options, d'autres choses qui peuvent être faites. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ici? Et que se passe-t-il? Je pense que ce qui se passe ici, c'est que nous avons un système d'acquisition de la défense qui est optimisé pour des opérations en temps de paix et pour l'exportation, mais pas pour la réalité d'un conflit de haute intensité. Le Patriot est un système coûteux, conçu à l'origine pour abattre des avions. Par la suite, il a assumé un rôle antimissile balistique, mais une grande partie de notre production actuelle repose sur le précédent de la guerre du Golfe, où l'Irak a tiré 49 missiles Scud sur Israël et environ 48 autres sur les États arabes du Golfe. Le rythme de consommation des missiles Patriot était absorbable par les stocks disponibles et renouvelable grâce aux fonds alloués à cet effet. Ensuite, nous avons enchaîné sur 20 ans de la guerre mondiale contre le terrorisme. Combien de missiles Patriot ont été tirés en situation réelle pendant cette période?
Lorsque les États-Unis parlent de la priorisation des budgets, je ne pense pas qu'une grande priorité ait été accordée au déploiement du système Patriot, etc. Nous travaillons à la mise à niveau du SM-3 vers le SM-6 afin que nos navires Aegis puissent assurer une certaine forme de défense antimissiles balistique. Le Patriot a bénéficié de quelques améliorations, mais nous ne les produisions pas et ne les stockions pas en prévision de ce qui s'est avéré être une nouvelle réalité. Regardez le rythme d'utilisation des forces armées ukrainiennes qui emploient le Patriot pour se défendre contre les attaques de drones russes et les attaques de missiles balistiques. C'était intenable. Nous n'arrivions littéralement pas à en produire assez rapidement. Nous avons dû en emprunter à d'autres pays et puiser dans nos propres stocks. Et ensuite, il faut ajouter, vous savez, les outils qui nous compliquent encore la tâche. Et puis la guerre de 12 jours avec l'Iran. Vous savez, il y a actuellement un commandant dans le Pacifique à qui l'on a dit que les États-Unis se recentraient sur le Pacifique et qu'ils devaient être prêts à faire face à une menace chinoise. J'imagine que si vous recevez ce genre d'instructions de la Maison-Blanche, l'une des premières choses à faire est de sortir les plans opérationnels et de les examiner pour s'assurer que nous avons les forces nécessaires pour accomplir la mission. Mais plus important encore, la durabilité logistique. Je suis presque certain que le J4 s'est levé et a dit « Chef, on sera à court de munitions. Vous savez, à J+3 ou J+7. » Mais au final, ce n'est pas tenable. Nous ne pouvons pas laisser l'autorité nationale de commandement croire que nous pouvons exécuter ces plans. Nous devons informer l'autorité nationale de commandement que nous sommes incapables de remplir la mission qui nous a été confiée en raison de contraintes logistiques et de l'épuisement des munitions. Nous avons tout donné. Personne ne remplace ce que nous avons perdu. Nous ne pouvons pas mener cette guerre. C'est ce que je pense qu'il s'est passé. Je crois que le commandement du Pacifique a averti le Pentagone qu'il était incapable d'exécuter la mission qui lui était assignée. Et vous savez, à moins que la situation ne soit inversée, et je pense que le commandement central a fait la même chose, ils ont dit, si vous voulez continuer ce jeu de poker à haut risque que nous menons avec l'Iran, comprenez ceci. Nos forces ne peuvent littéralement pas être défendues. Nous n'avons pas la capacité de les défendre sur une période prolongée. C'est extrêmement irresponsable. Nous devons donc prendre en compte ce qui suit. La réalité est que l'Ukraine n'est plus une mission prioritaire pour les États-Unis. Il ne s'agit pas seulement du changement politique intervenu avec Trump, mais aussi du fait que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre et qu'il n'y a rien que l'Europe ou les États-Unis puissent faire pour inverser cette tendance. Par conséquent, continuer à fournir des armes à l'Ukraine revient littéralement à jeter de l'argent par les fenêtres et, ce faisant, à se suicider. Je pense donc qu'il s'agit d'une décision politique. Si vous êtes ukrainien ou solidaire de la cause ukrainienne, vous devez comprendre la réalité. Nous venons de vous abandonner. Nous n'allons plus vous soutenir. Oui, il pourrait y avoir, vous savez, quelques flux d'approvisionnement à l'avenir. Je veux dire, Tammy Bruce ne va évidemment pas mentir. Donc, peut-être qu'elle pourra indiquer, vous savez, que nous fournissons du papier Xerox ou quelque chose de ce genre. Mais les munitions de grande valeur, les Patriots, les Stinger, les choses dont ils ont besoin pour se battre au quotidien, ne sont pas là. Et cela signifie que les stocks de l'Ukraine vont atteindre 0, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas être défendus, ce qui signifie que les Russes connaîtront un succès encore plus grand. Voilà la réalité qui existe, parce que nous n'avons pas un système d'approvisionnement en défense capable de renforcer les stocks pour le Pacifique et le Moyen-Orient, tout en continuant à gaspiller des munitions en Ukraine. Garland, quel est ton avis là-dessus? Tu sais, ça fait longtemps qu'on entend
sous l'administration Trump, depuis de nombreux mois, que ce conflit en Ukraine allait s'atténuer, qu'ils allaient y mettre fin. On n'entend plus vraiment ce discours « ça va se terminer, ça va se terminer ». Mais pourtant, on voit cette décision. Quelle est ton analyse? Je pense qu'il y a deux choses que je pourrais ajouter. Et la première, bien sûr, c'est l'évidence. L'Empire est surétendu. Je me souviens encore, c'était peut-être il y a 5 ou 10 ans, d'avoir entendu Chris Hedges dans une discussion où il expliquait comment les empires prennent fin. Il parlait de toutes ces aventures militaires insensées dans lesquelles ils s'engagent, et c'est ainsi qu'ils s'effondrent. Et maintenant, nous en sommes témoins. Je pense que cela est lié à ce qui se passe ici, dans la mesure où la nature de la guerre est en train de changer. Vous savez, quand on conçoit un système de défense aérienne, peut-être dans les années 80 ou 70 ou peu importe, on pense aux avions, n'est-ce pas? Ce qui signifie que le nombre d'avions qu'un pays possède est relativement limité. Vous pouvez probablement les compter. D'accord. La Russie possède peu importe, disons 1500 ou 2000 avions de chasse, juste pour donner un chiffre. Et ensuite, on peut dire, eh bien, nous avons assez de missiles pour abattre chacun de leurs avions de chasse 5 fois. Et d'accord, tout va bien. Maintenant, la situation est telle que les gens utilisent des drones et des missiles. Cela n'est pas compatible avec des systèmes de défense aérienne conçus pour abattre des avions. Il n'est pas compatible d'avoir ce système de défense aérienne et de faire face à des missiles, surtout lorsque derrière votre système de défense aérienne, il y a la capacité industrielle de produire ces missiles. Non seulement de produire le nombre de missiles, mais de les produire à un prix abordable qui vous permet d'en fabriquer la quantité nécessaire. Ce que nous avons maintenant, ce sont des drones et des missiles qui peuvent coûter, dans certains cas, $10 000 ou moins, et certains jusqu'à peut-être $1 million, comme certains drones iraniens. Mais les missiles qui les abattent coûtent de 2 millions à littéralement 18 millions de dollars. Nous constatons donc aujourd'hui que la guerre a changé de manière spectaculaire, au point que les États-Unis ont vraiment plusieurs générations de retard en matière de défense aérienne. Leur défense aérienne est conçue pour abattre des avions de chasse. Certains des systèmes que nous utilisons ne se concentrent pas vraiment sur les menaces volant à basse altitude. Ils ne sont pas très efficaces pour abattre des objets volant bas, car ils sont conçus pour, eh bien, ces avions de chasse et avions de reconnaissance tout là-haut, nous pouvons les abattre avec un missile. Très bien, mais ils peuvent être submergés par des drones. Ils ne peuvent pas en produire suffisamment. Ils ne peuvent pas les produire à un prix abordable. Donc c'est pas seulement un indicateur d'un problème actuel que nous avons pour fournir des missiles à Israël ou à n'importe quel autre proxy, l'Ukraine, ailleurs dans le monde. Et nous en avons déjà beaucoup trop, mais un seul, c'est déjà trop. Mais même en regardant vers l'avenir, nous ne pourrons pas redevenir la puissance militaire que nous étions autrefois, parce que nous ne pouvons pas produire les quantités au prix qui nous permettrait même d'être, et je n'aime pas vraiment utiliser ce mot, compétitif militairement dans cet environnement. On ne peut tout simplement pas faire ça avec des missiles à 18 millions de dollars. On est hors jeu. Oui. Et Larry, selon toi, qu'est-ce qui explique pourquoi, tu sais, la Russie est très claire? Vladimir Poutine a récemment eu un appel avec Donald Trump et il a dit très clairement que la Russie allait continuer à s'attaquer aux causes profondes de ce conflit et qu'elle irait jusqu'au bout tant qu'elle ne serait pas entièrement résolue. Mais l'administration Trump est incapable, malgré ce genre d'initiative, de s'exprimer et d'être très claire sur la fin de ce conflit. Il y a même des rumeurs selon lesquelles ces ridicules droits de douane de 500% qu'ils envisagent puniraient d'autres pays pour avoir soutenu la Russie contre l'Ukraine. Quelle est ton analyse de la situation?
Pourquoi ce conflit semble-t-il se poursuivre, même lorsque de telles mesures sont prises? Ces reculs. Nous sommes dans le déni de ce que nous sommes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous nous sommes retrouvés propulsés dans le rôle de l'un des leaders mondiaux. En fait, c'était alors une compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique. Mais lorsque nous avons déclaré la victoire en 1991, nous avons refusé d'abandonner ce rôle. L'ensemble de notre armée est conçu comme une force expéditionnaire. Elle n'est pas guidée par une doctrine stratégique claire de défense nationale, ce qui rejoint le point que Garland soulevait à propos des systèmes d'armes qui sont conçus, développés et produits. Ils ne sont pas liés à une stratégie de défense nationale, alors que la Russie, elle, l'est. La Russie n'est pas une puissance militaire impériale. Ils ne parcourent pas le monde pour voir où ils peuvent projeter leurs forces. Ils n'insistent pas pour installer plus de 700 bases à travers le monde. Ils ont effectivement des intérêts proches de chez eux. Ils prêtent attention à ce qui se passe à leurs frontières. Mais l'ensemble de leur armée a été spécifiquement conçu pour défendre la patrie, pas pour attaquer les États-Unis ou conquérir l'Europe. Et nous refusons de l'admettre. Et quand Poutine parle des causes profondes, il fait référence au fait que, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis, avec leurs alliés de l'OTAN en Europe, se sont lancés dans une campagne visant à détruire la Russie. L'Ukraine est de facto membre de l'OTAN depuis 1995. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas eu à verser 5% de son budget à l'OTAN et qu'elle ne bénéficiait pas de la protection de l'article 5. Mais à part cela, en ce qui concerne la participation aux exercices militaires de l'OTAN, l'accueil de ces exercices sur son sol et la mise à disposition d'une base en Ukraine pour l'OTAN, elle a agi comme une entité de l'OTAN à tous égards. Donc, de ce point de vue, l'Ukraine a été utilisée comme un proxy pour attaquer la Russie. Et c'est l'une des choses que la Russie veut faire cesser. Cela va s'arrêter. Cela ne sera plus autorisé à continuer. Vous savez, Bild, le média allemand, a récemment publié, juste après l'annonce concernant la réduction des livraisons d'armes, la pause dans les expéditions d'armes vers l'Ukraine, que l'Ukraine n'aurait plus que quelques mois à survivre dans ce conflit. Nous avons déjà entendu cela auparavant, avec différentes pauses et divers problèmes. Il y a une certaine panique qui s'installe. Mais quelle est votre évaluation globale de la situation maintenant que ces livraisons d'armes ont été suspendues? Eh bien, une chose que j'ai apprise en donnant mon avis sur les prédictions concernant la Russie et l'Ukraine, c'est qu'on ne peut pas utiliser les normes, valeurs et schémas traditionnels. Je viens d'un milieu de marine, un milieu très agressif. Je veux juste rappeler aux gens que pendant la guerre du Golfe, lorsque les marines ont présenté à Schwarzkopf le plan de la campagne terrestre finale, nous avons dit que nous serions à Kuwait City en 3 jours. Et Schwarzkopf a répondu non, votre mission est de fixer les Irakiens sur place. Il n'était pas question de percer les défenses les plus solides à cet endroit. Il a donc accordé peu d'importance à notre plan. Pendant ce temps, le 7e corps pataugeait dans le désert et créait des brèches entre lui, les Syriens et les Égyptiens, provoquant une pause opérationnelle. Nous avons percé les lignes irakiennes. Nous avons pris Kuwait City en 3 jours. Pourquoi? Parce que nous sommes très agressifs. Parce que nous ne savons pas comment appuyer sur le bouton pause. Et donc mon cerveau fonctionne ainsi en tant que quelqu'un qui a aidé à planifier cette attaque. Mon cerveau est très agressif. J'ai donc traditionnellement appliqué l'agressivité du corps des marines à la situation militaire russe. Et les Russes ne jouent tout simplement pas selon mes règles, ce qui est acceptable. C'est leur guerre. Vous savez, je pense que les Russes mènent une guerre d'usure, ce qui signifie qu'ils se moquent complètement du calendrier.
Ce qui les intéresse, ce sont les résultats. L'un de leurs objectifs est la destruction physique de l'armée ukrainienne sur la durée. Lorsqu'ils parlent de démilitarisation, cela peut se faire soit par des négociations, où les Ukrainiens se démobilisent volontairement jusqu'à 50 000 hommes, soit sur le champ de bataille, où la Russie tuera chaque Ukrainien jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 50 000. Puis ils se rendront et ce sera terminé. Mais il est impossible de fixer un calendrier pour cela. Parce que, encore une fois, pour vous donner un exemple, et c'est quelque chose sur lequel l'armée américaine réfléchit, et je pense que Larry sera, je l'espère, d'accord. Vous savez la norme lorsque j'ai suivi The Basic School en 1984-85, l'école de perfectionnement pour les lieutenants des marines, nous avions une guerre de 3 jours à la fin. Et l'une des missions que nous avions pendant cette guerre de 3 jours était une attaque contre une position fortifiée. Donc, vous vous retrouvez face à une série de bunkers avec des champs de tir croisés, etc. Vous devez donc planifier comment neutraliser les bunkers un par un, tout en vous protégeant des autres, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous mourrez. Enfin, c'est un entraînement, donc ce n'est qu'une mort théorique. Mais c'est l'une des missions les plus difficiles qu'on nous ait confiées. Un assaut contre une position fortifiée. Et, vous savez, nous y allions avec une compagnie de fusiliers marins pour mener cette attaque. C'est comme ça que mon esprit fonctionne. Compagnie de fusiliers, appui-feu approprié, etc. Les Russes ne font pas comme ça. J'ai eu des conversations fascinantes avec des généraux russes, comme Apti Alaoudinov et d'autres. Les Russes ont complètement repensé l'approche. Ils mènent maintenant des assauts contre des positions fortifiées. Rappelez-vous, nous envoyions une compagnie de marines contre une position fortifiée tenue par un peloton parce que vous voulez un avantage de 3 contre 1. Les Russes attaquent parce que les Ukrainiens n'ont plus de position défensive de la taille d'un bataillon, ni même d'une compagnie ou d'un peloton. En gros, il s'agit d'une escouade renforcée, environ 11 à 15 soldats ukrainiens retranchés dans une position. Les Russes attaquent cela avec 3 à 6 soldats russes. Ils appellent cela par 3 et par 6. C'est leur nouveau terme. L'unité d'assaut principale est composée de 3 soldats russes qui opèrent ensemble, mais ils avancent avec un appui-feu. Ils arrivent avec des drones, un soutien massif de drones. Et ces 3 types meurent soit lors de l'assaut, ce qui arrive, soit ils réussissent l'assaut. Une fois qu'ils s'emparent de cette position fortifiée et éliminent l'escouade ukrainienne, soit en les tuant, soit en les capturant, ce qui est très rare à cause de la suprématie des drones, une escouade ukrainienne s'échappe rarement. Une fois que les Russes ont localisé votre position, soit les Ukrainiens tuent les soldats russes, soit ils meurent tous. Mais si la Russie échoue dans l'assaut, ce ne sont que ces 3 hommes qui sont perdus, ce qui n'est pas la fin du monde. C'est tragique pour eux. Mais l'idée, c'est que c'est une toute nouvelle façon de penser. C'est tout simplement stupéfiant d'imaginer qu'on attaque une position fortifiée occupée par 11 à 15 soldats ukrainiens avec seulement 3 hommes. Mais les Russes font cela, et ils gagnent encore et encore. Une fois qu'ils occupent la position, ils font venir les SEALs, qui sécurisent ensuite la position et se préparent. En général, ils la tiennent pendant quelques jours, effectuent une rotation, puis prennent la prochaine lisière de forêt, la prochaine position fortifiée, morceau par morceau, encore et encore. C'est très efficace. Ils tuent beaucoup d'Ukrainiens de cette manière et ne perdent pas beaucoup de Russes. Oubliez ce que vous lisez dans les médias. Les Russes ne se noient pas dans le sang de leurs propres soldats. C'est un processus très délibéré qu'ils ont mis en place ici, ce qui entraîne la réduction de l'armée ukrainienne. Mais vous n'obtenez pas de gains impressionnants, pas de grandes avancées spectaculaires.
Mais les Russes progressent. Ils enregistrent des avancées significatives. L'autre jour, 10,5 km² ont été pris par morceaux. Ce qui se passe, c'est qu'ils prennent une lisière d'arbres et s'ils ne rencontrent pas de résistance, ils avancent et prennent la suivante. Et ils continuent aussi longtemps qu'ils peuvent tenir le rythme, par groupe de 3 ou 6. Lorsqu'ils arrivent à un point où la résistance est trop forte, ils ne sacrifient pas leurs soldats dans des assauts en vagues humaines. Ils les retirent et pilonnent la position. Ils font venir les drones, neutralisent les drones ukrainiens, puis avancent à nouveau et recommencent. Cela va durer indéfiniment. Tant que les Ukrainiens seront capables de mettre une escouade au sol, les Russes continueront ainsi aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne peux pas, je refuse désormais de tomber dans le piège de vouloir fixer un calendrier pour cela. Les Russes sont en train de gagner cette guerre. Il n'y a aucune chance qu'ils cessent de la gagner. L'un des principaux objectifs est la démilitarisation, ce qui implique la destruction physique de l'armée ukrainienne. Vous savez, il y a entre 700 000 et 900 000 soldats ukrainiens mobilisés à ce jour. Les Ukrainiens sont capables d'en générer, disons, 14 000 de plus par mois, pas les soldats de la meilleure qualité, mais ils les obtiennent en les enrôlant de force. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est en quelque sorte de la propagande de se concentrer là-dessus. Ils recrutent des soldats qui suivent une formation comme tout le monde. Ils enrôlent des gens. Ce n'est pas seulement une question de les frapper sur la tête. Des personnes se portent volontaires. Certains de ces gens sont patriotes. Vous savez, la qualité du soldat ukrainien n'est pas uniformément médiocre. C'est même le contraire. Il y a, vous savez, des combattants de qualité, bien équipés. Certains sont bien entraînés, avec beaucoup d'expérience au combat. Ils sont coriaces. Les Russes les battent. Mais les Russes eux-mêmes ont dit « Nous continuerons aussi longtemps qu'il le faudra. Nous continuerons pour toujours. » 21 ans, ils se sont vantés du négociateur à Istanbul. Il a fallu 21 ans pour vaincre les Suédois. Vous ne pensez pas que nous pouvons faire cela pendant 21 ans? Nous sommes prêts à continuer 2, 3, 5, 7 ans. Nous allons poursuivre aussi longtemps qu'il le faudra. Et c'est la réalité. C'est inévitable. Cela devient une fatalité. Et vous savez, je pense que la défaite de l'Ukraine sera accélérée par la réduction du soutien militaire. Mais comprenez que l'Europe continue d'envoyer des armes et des fournitures. Et à chaque livraison, cela ne fait que prolonger la guerre. Mais les Russes dominent tous les aspects de ce conflit et il n'y a rien à faire pour changer cela. Donc cette guerre d'usure continuera aussi longtemps qu'il le faudra.